Bienvenue, voici Girls Power, le podcast autour des femmes et des féminismes. Ici, on discute avec des autrices de leurs livres, de leurs expériences et leurs réflexions autour de l'histoire des femmes, l'évolution des féminismes, l'écoféminisme ou les sorcières. Les maîtres mots sont la bienveillance, l'écoute et le partage. Je m'appelle Marie, je suis libraire et à l'origine Girls Power est un cycle de soirées ayant lieu dans la librairie où je travaille. Vous vous apprêtez à écouter l'enregistrement de l'un de ces moments. Bienvenue dans le monde de Girls Power. Bonjour et bienvenue au Comptoir des mots pour cette soirée du cycle Girls Power, le cycle autour des femmes et des féminismes. Je suis Marie Morel, libraire et animatrice de Girls Power. Bonsoir, moi c'est Maxime, je m'occupe du rayon bande dessinée et une partie de la littérature jeunesse. Et on est ravis de t'accueillir ce soir, Blanche, pour parler de ta nouvelle bande dessinée, Mythes et Meufs. Et pour commencer, comment as-tu commencé à t'intéresser au féminisme et aux mythes ? Oh là, les deux sont pas venus en même temps. Je vais me contredire, du coup, les deux m'ont aussi toujours intéressée, mais pas forcément au même degré. Je viens d'une famille qui tient les lettres et l'enseignement en super haute estime. Je suis fille de prof, petite fille de prof, mes deux grands-mères sont profs de lettres, et ma mère aussi d'histoire de l'art. Et donc, du coup, j'ai vraiment grandi dans l'idée que la culture, c'était important, et que faire des langues mortes, c'était important, parler plusieurs langues, c'était important. Et vraiment, on m'a inculqué ça. Et c'est rigolo, parce que du coup, c'est un truc matrilinéal, et la culture était associée aux femmes. Et l'histoire de l'art et le fait de s'intéresser à ces domaines-là, il y avait quelque chose de très féminin là-dedans. Et du coup, moi, je m'y suis tout de suite reconnue. Et ça a été vraiment parmi mes premières aspirations, dessiner et écrire et lire plein d'histoires et m'inspirer de ces récits. Donc ça, c'est pour le côté plutôt culture, éducation et tout. Et je me suis dirigée, d'ailleurs, j'ai pas fait d'études d'art, j'ai fait des études de lettres classiques et ensuite d'histoire de l'art et ensuite de sociologie. Et donc du coup, j'ai un parcours très académique où j'ai été vachement confrontée à ces récits et aux manières de les raconter et aux manières de les enseigner. Et j'ai eu lieu de me questionner aussi sur la façon dont c'était enseigné. Et pour ce qui est du féminisme, c'est venu à l'adolescence, parce que quand j'ai été confrontée le plus frontalement en fait au sexisme, au moment de la puberté, au moment de mes premières expériences de harcèlement de rue qui sont arrivées très très tôt, comme pour beaucoup d'entre nous, vers 12-13 ans. Et j'ai commencé à me conscientiser vachement et en parler autour de moi et être dans un espèce d'esprit un peu de rébellion au collège. Je comprenais vraiment pas pourquoi il y avait toutes ces injustices. Enfin, ça me frappait vraiment très fort. Et puis le mix des deux, c'est plutôt venu après mes études supérieures en fait, quand je me suis demandé ce que j'avais envie de raconter, de quoi j'avais envie de parler. Et avec l'essor de mon compte Instagram aussi, j'essayais de trouver du contenu qui soit en même temps savant mais accessible et en même temps féministe et en même temps pop culture. Et je trouvais que se réapproprier des mythes non seulement méconnus mais aussi les contes avec lesquels on a tous et toutes grandi sous un jour féministe, c'était en même temps ludique et en même temps ça avait le mérite de diffuser un peu une culture pas forcément accessible à tout le monde. Il y a du coup le mythe de Méduse qui a été réinterprété par la féministe Hélène Cixous et j'avais trouvé sa perspective vraiment passionnante et du coup j'ai juste fait un petit strip sur Méduse à la base sur mon compte Instagram et ça a vachement plu et c'est ça aussi qui a attiré ce qui est actuellement mon éditeur Dargo vers moi. Je leur ai proposé je voulais qu'on travaille ensemble sur Matin Quel Journal, la revue digitale de Dargo. Et quand on m'a demandé quel concept j'avais envie d'illustrer, quelle série j'avais envie de lancer, j'ai dit je sais pas, j'ai fait ce truc sur Méduse, qu'est-ce que vous en pensez ? Et mon éditrice a adoré, elle m'a dit mais tu sais quoi, on pourrait vraiment le décliner. Non seulement est-ce que tu as d'autres figures mythologiques qui te paraîtraient intéressantes ? Je dis ouais, bien sûr, j'en ai plein. Et elle me dit mais est-ce qu'on pourrait pas, c'est elle qui a eu l'idée d'élargir, de me dire mais et les contes de fées, il y aurait pas quelque chose à dire ? Et les films Disney Pixar, est-ce que c'est pas des contes de fées modernes ? Et je dis ouais, bien sûr. Et du coup là on s'est dit ok, on part sur 15 épisodes, elle m'a dit tu me donnes 15 héroïnes et on voit si ça marche. Et du coup, je suis venue avec ma liste de 15 héroïnes. Elle m'a dit, mais c'est génial. Et on est parti dessus. Et voilà. Et je pense que c'est un concept qui est un petit peu déclinable à l'infini parce qu'il y a 1 millier d'histoires. Et donc voilà, c'est comme ça que Mythes et Meufs est né. Comment tu en es venue à dessiner, du coup ? Parce que là, tu as évoqué ton attrait pour les récits, la culture, etc. Tu as fait des études de l'art et de sociologie. Tu as parlé de ton compte Instagram qui est La Nuit Remue, Paris. Mais justement, est-ce que c'est lié à la création de ce compte-là ? Comment c'est venu, toi, dans ton parcours ? Je dessine depuis toute petite. J'aime bien cette idée que tous les enfants dessinent, vraiment tous les enfants dessinent, et il y en a qui s'arrêtent et qui s'intéressent à d'autres choses, et il y en a qui s'arrêtent jamais. Et je me suis jamais arrêtée. Enfin, vraiment, j'ai commencé à dessiner comme tous les enfants vers 2-3 ans.
Et puis en fait, ça me passionnait. Et du coup, j'ai vraiment continué. Après, il faut dire aussi, du coup, là, c'est côté paternel, que mon père est hyper fan de bande dessinée. Et qu'on a une bibliothèque, chez mes parents, une bibliothèque de bande dessinée vraiment très très impressionnante. Et du coup, j'ai aussi grandi là-dedans. C'est-à-dire qu'on en lisait, et on s'en offrait. On est allé au festival de la BD d'Angoulême bien avant, quand j'étais ado, bien avant que je sois professionnelle là-dedans, parce qu'on était passionnés, on rencontrait des auteurs qu'on adorait et tout. Là, pour le coup, c'est vraiment une passion que je partage avec lui. Et du coup, très vite, en fait, voilà, j'avais envie de raconter des histoires et je dessinais beaucoup, et tout le monde me disait que je dessinais bien. Du coup, je me suis dit que très vite, j'avais envie de raconter des histoires en dessin. Donc, c'est comme ça que c'est né. Et après, le compte Instagram, il est venu professionnaliser ma pratique. C'est-à-dire que je dessinais déjà H24 quand j'ai lancé La Nuit Remue, mais je me souciais pas vraiment d'avoir un public parce que j'étais très peu lue et je dessinais essentiellement ma vie. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à avoir une petite notoriété sur les réseaux que je me suis posé la question de vraiment qu'est-ce que j'ai envie de dire, parce que je sais qu'il y a des gens qui me lisent. Puis j'étais donc les années avaient passé, j'étais beaucoup plus militante que quand j'ai commencé à dessiner. Je faisais partie du collectif de collage contre les féminicides et je faisais des actions presque 2 fois par semaine. Et donc du coup, c'est ça que j'ai commencé à raconter. Et c'est comme ça que j'ai politisé mon contenu et professionnalisé mon contenu. Mais le dessin était là bien avant. Et sur ton engagement féministe, est-ce que c'est venu justement aussi par les livres, par la culture ? Parce que tu parles aussi de toi, ton vécu en fait de harcèlement, et après que tu t'es politisé, ça t'a conscientisé, mais par quel biais aussi là tu as évoqué le fait que vous en aviez parlé aussi avec tes amis, j'imagine, mais comment est-ce que ça a été nourri ensuite ? Est-ce que ça a été nourri par justement des réseaux sociaux ou par d'autres livres ? Tu parlais d'Hélène Sixou. Par des lectures beaucoup. En fait, c'est venu d'abord de l'expérience personnelle et par d'autres choses qui me sont arrivées dans ma vie, une sensibilité accrue aux injustices. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais j'ai eu un accident de voiture quand j'avais 11 ans et j'ai porté plainte et ça a été classé sans suite. Et on m'a dit que je mentais et on m'a dit que peut-être j'étais tombée dans les escaliers. Enfin voilà, je suis passée vers cette magnifique case qui est le déni de justice. Et du coup, alors que ça n'a rien à voir en plus avec le genre a priori. Aussi, je pense que c'est un petit rapport, mais c'était pas une plainte pour violence sexuelle ou quoi que ce soit. Du coup, ça m'a donné une grosse rancune contre la police et le gros sentiment que ça fonctionnait pas, quoi. Cette société, c'était pas normal en fait. Et ça s'est transcrit. En fait, le truc qui m'a le plus sauté aux yeux après cette première expérience de l'injustice, c'était l'injustice qu'on subissait en raison de notre genre. Et du coup, c'est pour ça que c'est vraiment au collège, combiné avec toutes les petites occurrences de sexisme auxquelles j'ai pu être confrontée, que cette première révélation est venue. Et après, j'arrêtais pas d'être la meuf qui casse l'ambiance justement avec le féminisme. Et à cause de ça, j'avais beaucoup de débats, beaucoup de disputes avec les gens de mon entourage, notamment mon papa, qui a fini par m'offrir pour mes 18 ans le deuxième sexe. Et il m'a dit, tiens, comme ça va alimenter nos débats. Et donc je l'ai lu. Et là, j'ai eu la révélation totale, parce que ce livre est incroyable, et que oui, alors il a été écrit en 49, donc forcément il y a des petites choses qui ont besoin d'être exploitées après cette lecture-là, mais vraiment c'est vraiment un livre fondateur, c'est un pilier pour tellement de pistes de réflexion. Et du coup, vraiment, en lisant ça, mais j'ai eu une épiphanie en sortant de ce livre, et à partir de là, j'ai nourri mon féminisme, pas seulement une sorte d'instinct ou d'expérience personnelle, mais vraiment de penseuse, de pensereuse du féminisme. Et j'ai pas arrêté, en fait, du coup, de me nourrir d'essais et de bandes dessinées aussi féministes. C'est un genre qui est assez nouveau, mais qui est très très fort en ce moment. Et oui, en fait, c'est pour étayer mes arguments, pour aiguiser un petit peu mon discours par rapport aux gens qui sont détracteurs du féminisme ou qui sont sceptiques. Ça a pris aussi un autre tournant avec le féminisme sur les réseaux, parce que sur les réseaux, on est sommé de se justifier très 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 souvent, instantanément, on doit citer nos sources tout le temps. C'est pas comme un débat à table où on peut exagérer, où personne ne va brandir l'article qu'il a lu. Là, sur les réseaux, on peut pas se permettre de dire des choses à la légère, parce que les gens sont extrêmement vigilants, ce qui est une bonne chose, hein. Et il y a aussi un militantisme sur les réseaux qui s'est constitué, j'ai envie de dire après MeToo, mais encore un petit peu après, plutôt vers 2019 avec les collages, je pense. Et en tout cas, moi, c'est là que j'ai été vraiment introduite au militantisme sur les réseaux, grâce au collège, qui était très très actif sur les réseaux. Et donc voilà, c'est fait par strates en fait, un peu. Il y a eu vraiment ces premières expériences de l'injustice, l'adolescence, les premières lectures féministes que j'ai continué à cultiver. Il y a eu mon Erasmus à Madrid aussi, où j'ai vu le féminisme espagnol,
qui rigolent pas. Elles sont vraiment très en avance. De toute façon, les lois qui sont votées, le congé menstruel a été voté la semaine dernière en Espagne. Donc voilà, et en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, ils ont 10 ans d'avance. Je sais pas trop comment ça s'explique, faudrait vraiment faire une étude là-dessus, mais c'est très intéressant. Et j'ai fait un Erasmus à Madrid en 2018, j'y ai vécu pendant 1 an. Et j'ai fait notamment le 8 mars là-bas. Et le 8 mars 2018, c'était très très fort parce que du coup, tous les féministes ont fait la grève et se sont donc pas pointés au travail. Pas pointés à la fac, à l'école, sur les plateaux télé, il y avait pas de présentatrice du JT, il y avait pas de serveuse dans les cafés, il y avait pas d'employés de ménage nulle part. C'était un truc de dingue. Mais vraiment, alors évidemment qu'il y a des gens qui peuvent pas se permettre et qui sont allés travailler, etc. Mais c'était d'une ampleur, vraiment, c'était inédit. Et je me suis retrouvée dans la manif. C'était la première manif que je faisais toute seule. Sur la place d'Atocha le 8 mars, avec toutes les femmes qui n'étaient donc pas allées travailler et qui étaient en train de manifester, et c'était très très fort. Et là aussi, je me suis dit, j'ai envie pas seulement de propager un discours, mais de prendre la rue aussi. Il y avait quelque chose de s'imposer et d'être présente dans l'espace que j'avais jamais connu avant ce moment-là. Donc voilà, plein de petits déclics à plein de petits instants différents. Dans la bande dessinée, on retrouve les strips que tu as fait sur les différents portraits de femmes, des mythes, contes et légendes. Et tu as aussi ajouté des petits encarts textuels avec souvent des références plus contemporaines. Comment tu as pensé cette partie de l'écriture-là ? Alors au tout début, c'était parce que on me demandait d'écrire un tout petit texte sur Instagram de légendes à chaque épisode. Et puis on me disait, nous d'habitude on écrit nos légendes, mais si tu veux, les trucs que t'as pas pu mettre dans l'épisode, tu peux les rajouter là. Et 10 slides, c'est très court. J'aurais encore 1000 choses à dire sur chacune de mes héroïnes. Et donc, du coup, je me servais un peu de cet encart pour, étayer un peu le propos. Au début, c'était juste lister les sources. Et puis à la fin, je listais plus aucune source. Juste, j'allais, entre guillemets, plus loin dans ce que j'avais voulu dire, ce que j'avais pas eu le temps de développer. Et j'essayais de renvoyer vers des ouvrages qui me semblaient intéressants plutôt que de dire, je me suis documentée là. Même si les sources sont très importantes, je trouvais ça plus cool qu'on construise ensemble d'autres liens via d'autres ouvrages, en essayant évidemment de mettre en avant des œuvres réalisées essentiellement par des femmes ou des minorités de genre. Et en fait, quand il y a eu le livre, on m'a dit, mais tu vas voir, ça va être génial. Tu vas plus être frustrée par les caractères d'Instagram qui sont réduits, qui sont... Enfin bref, où il y a un nombre d'un côté, qui sont limités exactement. T'auras une page entière pour tout ce que tu veux. Et du coup, c'était génial parce que moi j'ai toujours aimé écrire et j'ai fait du coup mes études de lettres et d'histoire de l'art où je sais écrire des dissertes, j'ai écrit 2 mémoires et il y avait aussi cette petite frustration de pas pouvoir écrire vraiment et donc du coup d'allier la bande dessinée à l'écriture, c'était un vrai plaisir. Et ouais, l'idée c'était quelles leçons on peut tirer de l'épisode qu'on vient de lire ensemble. Et vers quoi on peut se tourner pour approfondir le sujet avec une perspective, j'essaie que ce soit moderne et, toujours féministe bien sûr, mais moderne, que ce soit le sujet, mais vu autrement. Et c'est pas toujours facile, hein. Parfois je me creusais la tête pour trouver des œuvres qui interprétaient, par exemple pour La Petite Sirène, vraiment j'avais rien en tête de moderne qui subvertissent un petit peu le mythe de La Petite Sirène. Au contraire, il y avait que des réinterprétations mais qui reprenaient la même histoire et de manière assez kitsch et en représentant toujours le rôle très figé de la femme qui s'adapte à son mec pour le séduire et qui troque sa voix contre des jambes. Et moi ça me choquait vachement au niveau symbolique. Et finalement je suis allée du côté des films d'animation Ghibli parce que Pogno sur la falaise est une réinterprétation, mais très, 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 très éloignée de La Petite Sirène et de ce rapport à l'océan, à la nature, avec un twist écolo. Et ça me paraissait intéressant. Et donc, du coup, on peut se dire, mais ça n'a aucun rapport. Mais en fait, si, on peut se dire, Miyazaki, c'est un conteur moderne. Ces femmes, elles sont toujours hyper fortes, hyper prégnantes dans ses récits. Est-ce qu'en fait, on peut pas prendre la substance des mythes et en faire quelque chose de, certes, un petit peu éloigné, mais qui reprend aussi un petit peu l'essence de ces contes. Et aussi qu'il y a une espèce d'atemporalité des mythes et des contes et de comment est-ce qu'ils peuvent nous parler. Et que donc, du coup, dans le Japon de 2015, on puisse avoir un écho à la Suède de 1870, à peu près. Ça me paraissait aussi hyper intéressant. Alors justement, en quoi est-ce que tu penses que les mythes nous influencent encore aujourd'hui ? Parce que dans les récits que tu évoques, dans les portraits de certaines femmes que tu as fait, il y a des mythes qui datent vraiment de millénaires.
Donc en quoi est-ce que tu penses que c'est encore, une vraie influence pour nous ? Alors malheureusement, l'influence qui me vient tout de suite en tête, c'est des contraintes qui pèsent encore sur le genre féminin et des mythes qui ont la vie dure, entre guillemets. L'idée que... j'ai envie de parler de Ève, quoi, de quand on dit à quelqu'un, t'étais habillée comment, qu'est-ce que tu faisais là, c'est ta faute. Enfin, en fait, avec le mythe de Ève, malheureusement, il y a l'idée que toute violence vient des femmes, c'est de leur faute à elles, même la violence qui leur est faite. Et donc du coup, si on souffre, c'est encore de leur faute. Et cette idée de la tentatrice, de la pécheresse, de elle l'a bien cherché, ça vraiment, la Bible regorge de personnages qui sont à la fois forts et dangereux, mais qui sont dangereux, et qui sont dangereux pour les héros hommes et pour elles-mêmes. C'est aussi pour ça que je tenais à parler de Judith, parce que elle, pour le coup, c'est une femme fatale qui séduit un homme et ensuite le décapite. Donc on est dans une bien belle angoisse de la castration, mais pour sauver sa patrie. Et du coup, elle est accueillie en héroïne quand elle revient. Et ça, c'est vraiment original, parce qu'on se dit, en fait, la femme fatale, est-ce qu'on pourrait pas en faire une force ? Mais force est de constater que les femmes de ces grands récits agissent toujours, ce que dit Simone de Beauvoir, par la négative. C'est-à-dire que ça va jamais être les diplomates, les conciliatrices, ça va être séduction et meurtre. Et parce que c'est le choix qu'on leur laisse, parce que c'est la seule marge de manœuvre qu'elles ont, parce que les seules armes qu'on leur a laissées, puisqu'elles sont dépossédées de toute agentivité politique, c'est ça. C'est la séduction, c'est la place de concubine. Mais bon, là je m'égare. Mais comment les mythes nous influencent ? À bien des égards en fait, parce que c'est comme ça qu'on se construit. Donc il y a les grands mythes fondateurs de notre culture judéo-chrétienne. Ceux-là, ils sont là et ils nous influencent à plein d'égards. Et puis après, il y a les contes de fées, avec lesquels on grandit, et la réinterprétation de ces contes de fées, parce que je me suis aperçue, en analysant les contes à leur source, que tels qu'ils étaient racontés au Moyen-Âge, ils ne portaient pas du tout les mêmes messages que leur réécriture, d'abord par Perrault et les frères Grimm, et ensuite par Walt Disney. Et qu'en fait, la morale des contes évolue en fonction du code moral de celui qui la raconte, et surtout de la classe sociale de celui qui la raconte. Et donc, à la base, on avait des mythes racontés par des nobles pour la noblesse, et particulièrement pour les femmes nobles, les jeunes filles. Et ensuite, c'est devenu par des bourgeois, pour des bourgeois. Et donc, du coup, au début, c'était plutôt... Je prends par exemple l'exemple de Blanche-Neige, parce que je trouve que c'est là que c'est le plus frappant. Au début, Blanche-Neige, ça... explore des thèmes qui ont trait à le développement de la psyché féminine et aussi du corps féminin. Donc on a toutes les étapes de l'angoisse de mourir en couche, la naissance, et la reine meurt en couche d'ailleurs, l'arrivée de la puberté qui signe aussi l'arrivée de l'entrée dans la vie sociale, et donc du coup le rôle qui lui incombe qui est de se marier et de procréer, le conflit oedipien mère-fille, être supplantée par sa propre progéniture. Et ça, on voit bien que ce sont des problématiques qui ont trait à la filiation, enfin des problématiques qui sont propres à cette classe sociale-là, qui est celle de la noblesse, et que le conte est un adjuvant au final. C'est-à-dire qu'il est là pour aider la jeune personne qu'il reçoit à processer toutes ces choses bouleversantes qui vont lui arriver, et il est là pour l'aider parce que voilà, par exemple le sommeil dans lequel tombe Blanche-Neige et cette espèce de léthargie dont elle doit sortir pour être une femme qui se marie, symbolise le fait que quand la puberté arrive, on n'est pas assez développé encore pour se marier, pour avoir des relations sexuelles, et qu'il faut cette espèce de temps d'adaptation pour que en fait notre esprit rattrape notre corps et qu'ensuite on puisse entre guillemets devenir femme. Alors c'est discutable à plein d'égards, mais à la base c'était fait pour tempérer un petit peu tous les bouleversements qu'elle allait devenir. Chez Perrault et Grimm, on n'est plus du tout dans le même code de valeurs, on est dans la femme trop coquette, la femme pas forcément dans le Blanche-Neige, mais la femme adultère, la femme qui séduit l'autre et qu'on doit surveiller, et qui ne doit surtout pas pécher en croquant la pomme qui est une Ève bien mal déguisée. Et on a aussi un gros accent qui est mis sur la transmission de l'héritage, sur le patrimoine, qu'est-ce qu'on en fait, et dans plusieurs contes, évidemment, pas que Blanche-Neige. Et après Walt Disney, encore 100 ans, 200 ans plus tard, ou alors là, c'est plutôt écrit par des WASP, donc les White Anglo-Saxon Protestants, puritains, américains, qui vont mettre l'accent sur le fait que les vieilles femmes, c'est vraiment, vraiment dégueulasse. et que Blanche-Neige, elle a toujours les yeux baissés, elle est en haillons, elle est quand même la plus belle, mais elle est en haillons, elle a absolument pas conscience de sa beauté. Donc vous voyez un petit peu le changement, c'est très succinct, mais le changement de paradigme en fonction de ceux qui racontent. Et donc du coup, c'est pour ça que je trouve que c'est si important de se réapproprier ces mythes et de dire, mais en fait, il faut que les femmes et les minorités de genre s'emparent de ces mythes pour que l'influence
qu'ils ont sur nous ne soit pas seulement dictée par soit les nobles de 1102, soit les bourgeois du 19e, soit les Américains puritains de 1950. Donc et voilà, et les résurgences que ça a dans notre vie, je sais pas, elles sont hyper multiples. J'ai l'impression que c'est surtout un enfermement dans l'éducation des petites filles. Moi, c'est l'influence que je vois le plus. Mais par exemple, après, il y a aussi des bonnes choses. Je reviens toujours à Adam et Ève, mais parce que c'est un des mythes qui est l'un des plus riches, je trouve, et un des plus anciens, et un de ceux qui a été le plus réinterprété et décliné. Mais par exemple, cette idée, si on enlève totalement le fait que Ève est une grosse pécheresse tentatrice, et si on se dit juste croquer la pomme de la connaissance, c'est sortir de l'innocence, sortir de cette espèce de paradis, mais qui est une utopie, et avoir accès finalement à la réalité. Et en fait, on se rend compte que c'est un mythe qui est décliné, mais à foison. On parle tout le temps, souvent. On utilise la métaphore de Matrix pour parler de l'éveil féministe, où on dit pilule bleue, pilule rouge. Si tu gardes la pilule bleue, tu vis dans ton monde où tu vois pas le sexisme et t'es plus confortable, mais t'es pas libre. Si tu prends la pilule rouge, tu vois tous les trucs horribles, mais au moins t'as de la gentilité, t'es maîtresse de ton destin. Mais en fait, la pilule rouge de Matrix, c'est Adam et Ève. C'est est-ce que tu prends la connaissance et t'es chassé du paradis, ou est-ce que tu restes dans ton idylle ? Et ça, c'est un des mythes qui nous influence beaucoup. Et quand on parle de paradis perdu, et quand on parle de passage initiatique, par exemple, quand on dit le sortir de l'enfance, parce que c'est ça que ça représente Adam et Ève, c'est le sortir de l'innocence de l'enfance, où tout est pur, en quelque sorte, et d'arriver dans l'adolescence avec toutes les réalisations, en fait, un peu moches sur le monde que ça implique. C'est un mythe, finalement, qui est très fort, et le fait que ce soit un choix est aussi très important. C'est pas juste, le monde est comme ça, c'est, on choisit, en fait, d'avoir toutes les cartes en main et d'avoir accès à cette réalité qui peut être déplaisante. Et moi, du coup, j'aime beaucoup ce mythe, parce que, d'ailleurs, j'en parle à un moment, l'un des derniers épisodes de Mythes et Meufs, c'est sur Vice Versa. Je sais pas si vous avez vu ce film, et je vous spoile rien, parce que c'est vraiment au tout début que ça arrive, mais les deux petites émotions qui sont les héroïnes de cette histoire tombent du quartier général. Littéralement, elles sont chassées et elles arrivent en bas, et ça coïncide avec la période où l'héroïne dont elles sont les émotions devient ado, où elle a 11-12 ans, et elle traverse une période hyper difficile. Et donc du coup, je trouve que c'est très fort, parce qu'en même temps, ça revient au mythe adamique de la Bible, qui dit, en fait, voilà, on est chassé du paradis, et on prend conscience que il y a de la tristesse dans la vie, parce que c'est ça un petit peu la morale. Et en même temps, ça revient à la fonction première des contes, qui sont de nous guider sur les chemins tortueux de l'adolescence. Et je trouve ça d'autant plus intéressant que moi, ce que j'ai dit au début, c'est que mon éveil féministe et de l'injustice, il est arrivé, et bam, quoi. Je suis entrée en 6e, et il n'était plus question de penser que le monde, c'était les bisounours, quoi. Vraiment. Et je pense que c'est un truc qu'on a tous et toutes à des degrés plus ou moins forts, quoi. Et que cette entrée dans l'adolescence, dans tous ces chamboulements intimes, elle essaye d'être décortiquée dans les contes. Dans l'Odyssée d'Homère, je me pose aussi la même question de réécriture, de réinterprétation sur le personnage de Pénélope, qui attend des années le retour d'Ulysse. Et pourquoi, justement, son personnage a été considéré de différentes façons selon les époques ? C'est rigolo parce que le jour en dédicace, je demande toujours quelle héroïne la personne à qui je fais la dédicace préférait. Je lui demande de choisir parmi la table des matières. Et puis je vois la dame qui feuillette, et elle me fait genre « Ah, Pénélope, oh non, elle attend son mec pendant 20 ans, clairement pas !» Et du coup, je lui ai dit « Ah, mais lisez l'épisode, vous allez voir qu'il y a plus que ça. » Évidemment, je lui ai pas fait une Pénélope, mais c'est marrant parce que c'est l'image qu'elle a. C'est la potiche qui attend son mec pendant 20 ans, et qui repousse les prétendants en plus, pendant que lui, pas de problème pour ne repousser personne et faire sa vie avec les différentes femmes de sa vie qui parsèment l'Odyssée, qui sont toutes des personnages hyper intéressants qui mériteraient leur propre épisode d'ailleurs. Et du coup, j'avais envie de dire, Pénélope, est-ce qu'il y aurait pas... En fait, je me suis intéressée à cette figure justement parce qu'elle était pas considérée comme inspirante, héroïque, dans la mythologie, au regard d'autres personnages mythologiques beaucoup plus badass, entre guillemets. Et donc du coup, j'ai commencé à faire des recherches en me disant, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à en dire ? Et je me suis aperçue que, en fait, dans la mythologie grecque, elle était tenue en très très haute estime, ce qui est extrêmement rare. D'habitude, les femmes, surtout quand elles sont puissantes, elles sont décriées. Bon voilà, je parlais de Méduse, je peux parler de Circé, elles sont très puissantes, mais c'est des sorcières, c'est des ennemis, c'est des rivales, et elles peuvent être admirées au titre de rivales, mais elles sont quand même pas positives dans l'histoire. Alors que Pénélope, c'est l'inverse. Elle est
presque tenue en aussi haute estime que Ulysse. On dit que c'est un Ulysse au féminin, qu'elle aussi elle est extrêmement rusée, puisque la ruse de défaire sa tapisserie la nuit alors qu'elle la tisse le jour. En gros, pour si vous n'êtes pas familier de ce qui se passe avec Pénélope dans l'Odyssée, il y a des prétendants. Pendant qu'Ulysse est parti à la guerre de Troie, et la guerre dure 10 ans, il met 10 ans à revenir. Et pendant qu'il est parti, comme elle, c'est la reine d'Ithaque, on suppose qu'Ulysse est mort et on veut l'épouser pour prendre le contrôle du royaume. Et donc elle repousse les avances des prétendants, et puis au bout de 20 ans, ils en peuvent plus d'attendre et ils la somment de prendre une décision, et elle dit je fais cette immense tapisserie, quand je l'aurai terminée, je choisirai un prétendant parmi, il y en a 214, parmi tous ceux qui se bousculent au portillon. Et en fait, elle tisse sa tapisserie le jour et elle la défait la nuit, ce qui fait que l'ouvrage n'avance jamais et que ça lui permet de gagner du temps. La supercherie finit par être découverte et vraiment ça urge, mais Ulysse rentre. Donc voilà, mais ça tient, je sais plus combien de temps, c'est plusieurs années quand même, elle tient avec cette ruse de la tapisserie. Et donc du coup voilà, c'est la femme aux 1000 tours, au même égard que Ulysse. Et puis en fait, avec les réécritures, on voit que cette sorte de... elle était aussi glorifiée pour des raisons qui nous feraient pas vraiment plaisir aujourd'hui. Elle était tenue en très haute estime parce que c'est l'archétype de la bonne épouse grecque. Donc elle est courageuse, elle est rusée, mais elle est aussi fidèle, elle est patiente. Et faut pas oublier que le premier chapitre de l'Odyssée, le premier truc qui est dit, c'est Télémaque qui dit à sa mère « Tais-toi, c'est des affaires d'hommes, retourne tisser ta toile. » Vraiment, littéralement. Télémaque qui est son fils, un petit merdeux de 17 piges, qui lui dit « Tais-toi, retourne dans ta chambre ». Donc voilà, il y a aussi, c'est quand même une culture grecque qui a des milliers d'années, donc elle était glorifiée aussi pour ça, parce que elle reste à sa place, entre guillemets. Et en fait, avec les réécritures qui ont suivi, surtout par exemple au Moyen-Âge, on a vu que l'élément de la ruse de Pénélope était complètement effacé des récits. Ça devenait juste l'archétype de la bonne épouse, mais la broderie, c'était juste son habileté à broder et le fait qu'elle faisait des jolis motifs, quoi. Il y avait plus du tout la ruse et l'agentivité. En fait, on lui a retiré son agentivité. C'était plutôt, elle est patiente, elle est fidèle. C'est vraiment comme ça que toutes les femmes devraient être. Après, on arrive avec, donc Margaret Atwood, mais c'est la plus récente, mais on arrive avec des féministes qui se disent, mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres choses à glorifier chez Pénélope ? Et on peut se dire que, en réalité, c'est une mère célibataire, parce qu'elle élève seule, Télémaque, c'est un nourrisson quand Ulysse part à la guerre. Donc, elle élève seule son fils, elle gère le royaume sans les hommes, parce que tout le monde est parti à la guerre, et sans son mari, sans le roi. Donc c'est une sorte de régente, finalement, de Ithaque, ce qui est aussi hyper admirable. Et on ne dit pas bravo Pénélope d'avoir géré la politique pendant qu'il n'était pas là. On dit toujours bravo d'être restée fidèle. Mais en fait, celle qui gérait les affaires, en définitive, c'était elle. Donc ça aussi, c'est super admirable. Et il y a aussi ce thème un petit peu universel que je trouve hyper fort, qui est des femmes de soldats ou des femmes de marins, et là on fait d'une pierre deux coups parce qu'il est soldat et marin, qui attendent le retour de l'être aimé. Et cette posture de la femme qui attend le retour du guerrier, elle est pareil, déclinée à toutes les sauces, et elle est là depuis, et c'est en même temps beau et en même temps triste, c'est-à-dire que je pense que malheureusement, en tant que femme ou personne sexisée, on n'a pas fini d'être dans ce putain de rôle de meuf qui attend l'autre qui revient de la guerre, parce que la guerre, c'est atemporel et universel aussi. Et ça crée une espèce de sorte d'unité, en tout cas dans des sociétés où les rôles sont très genrés, entre toutes les femmes de tout le monde, en fait. Et Marguerite Duras qui disait ça, parce que dans La douleur, qui est le récit où elle raconte le retour de son mari des camps, donc vraiment une attente de retour de guerre très 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 douloureuse, et il revient, hein. Mais elle dit qu'elle se sentait liée à travers les siècles à toutes les femmes de tous les temps, de tous les pays. Et Pénélope, elle incarne ça en fait. Et je trouvais ça super beau. Donc peut-être que notre réécriture à nous maintenant, c'est de dire, mère célibataire qui gère le pays en l'absence des hommes. Et il y a aussi l'idée qu'il y a eu une avancée dans l'émancipation des femmes, notamment, c'est con à dire, mais ça dépend. Parfois les guerres ont été des grosses périodes de backlash. Et parfois, comme lors du premier conflit mondial, les femmes investissent les champs, les femmes investissent les usines, elles se bougent parce que les hommes ne sont pas là et il faut continuer à faire tourner le pays. Et c'était aussi un des points de la grève féministe de Madrid. C'est de dire, quand vous n'êtes pas là, on fait tourner la machine, donc vous pouvez pas vous permettre de pas nous prendre en compte, en fait, dans les politiques en général. Et du coup, je trouve que Pénélope, si on extrapole un petit peu, elle représente ça aussi. L'idée que faut se bouger quand les hommes sont pas là, et bien sûr qu'on le fait quand on n'a pas le choix. Et donc du coup, de revendiquer notre place aussi comme personnes qui sont tout à fait capables de faire tourner la machine quand les hommes sont plus aux commandes.
Ça rejoint aussi ce que disait Titu Lecoq, qu'on avait reçu pour son livre justement sur l'histoire des femmes, et qui souligne un moment en particulier où elle a lu un texte de loi, il me semble que c'était au moment de la Révolution, où elle lit que les femmes sont exclues de l'armée. Et elle enchaîne et puis elle revient en disant « Mais si elles sont exclues, c'est qu'elles étaient dans l'armée ». Et oui, en fait, il y a eu vraiment pendant longtemps des femmes soldates en France. Et c'est assez récemment, finalement, parce qu'on parle de la Révolution française, qu'elles ont été exclues de l'armée. Donc, ça modifie un petit peu aussi ce rapport de l'homme soldat uniquement, enfin, en tout cas, tel qu'on se le représente aujourd'hui, tel qu'est la guerre aujourd'hui, en tout cas. Tout à fait, ouais. Est-ce que tu peux nous préciser, avant de revenir au Moyen-Âge, est-ce que tu peux nous préciser ce que tu entends par agentivité ? Ah oui, en fait, c'est un concept, c'est un mot un peu inventé, agentivité, enfin, j'espère, comme beaucoup de mots très intéressant pour le féminisme qui va faire son entrée dans la langue française peu à peu. Ça vient de l'anglais agency et en fait ça veut dire que on est maîtresse de l'action, qu'on contrôle ce qui se passe dans nos vies et que ce sont de nos choix que découlent les actions. Ça peut s'employer ailleurs, mais ça a surtout été théorisé dans le cadre du récit, parce que quand on dit qu'un personnage a de l'agency, ça veut dire que c'est par lui que le récit advient en fait, et c'est par lui que les différentes étapes du récit peuvent avoir lieu. Typiquement, La Belle au bois dormant, c'est le personnage qui a le moins d'agentivité du monde. Toute l'histoire, non mais c'est intéressant parce que c'est l'héroïne, c'est la princesse, mais beaucoup de Disney ont cette particularité, mais elle ne fait que subir. Elle est née, il y a une malédiction, les fées interviennent et tempère la malédiction, elle va pas mourir, elle va juste être dans un sommeil pendant 100 ans. Elle se pique le doigt, c'est le destin qui fait qu'elle a voulu se piquer le doigt. Elle tombe dans le sommeil, le prince la réveille, et ils se marient, ils sont heureux, c'est fini. Elle n'a rien fait dans son histoire, vraiment. Et c'est un truc qu'on retrouve chez beaucoup de princesses, c'est que l'histoire advient malgré elles, et elles ne font que subir les événements. Et du coup, représenter des héroïnes qui ont de l'agentivité, qui sont... En fait, c'est ça, elles sont agentes. C'est par là que j'aurais dû commencer. Elles sont agentes de la narration. Elles sont pas juste passives. Et dans agent, enfin voilà, il y a agir, il y a l'idée que c'est tes actes qui définissent ce qui se passe. Par rapport au Moyen-Âge, dans Mythes et Meufs, tu évoques le personnage de Jeanne d'Arc, et à travers le personnage de Jeanne d'Arc, tu évoques le fait que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le Moyen-Âge, finalement, était une période de progrès au niveau de l'émancipation des femmes. Alors oui, le Moyen-Âge, ça dure 1000 ans, donc il y a eu des périodes de recul et il y a eu des périodes d'avancée, et il y a certaines périodes du Moyen-Âge, mais qui durent du coup un siècle ou deux, mais certaines périodes du Moyen-Âge qui ont été effectivement des périodes de progrès, en fait, du droit des femmes. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que on différencie le haut Moyen-Âge, le Moyen-Âge moyen et le bas Moyen-Âge. C'est un peu idiot, mais ça a été divisé comme ça. Et c'est plutôt dans les périodes moyennes et bas Moyen-Âge que les femmes ont le plus de poids dans la société. Et en fait, on voit qu'elles sont intégrées à la société, mais comme presque nulle part ailleurs et avant, quoi. Elles font partie des assemblées, elles participent aux choix politiques dans les villages, dans les communes. C'est aussi ça que j'ai vu dans Titu Lecoq, enfin je le savais déjà parce que c'est dans le deuxième sexe, mais elles ont été exclues des universités, ce qui veut dire qu'elles étaient dans les universités. Donc elles participaient aux universités. Il y avait même donc les ordres des béguines, donc ces ordres de femmes qui n'étaient pas religieux et qui étaient en gros comme une confrérie de femmes. Vous voyez ce terme, une confrérie avec pas de frères, avec des femmes, du coup des sœurs, comme une confrérie de femmes qui vivaient en communauté, qui n'étaient pas mariées et qui n'étaient pas non plus dans un ordre religieux. Et elles avaient leur propre argent, leur propre jardin, et c'est vraiment complètement inédit d'avoir des femmes seules, célibataires, sans hommes. Souvent elles étaient veuves, mais pas toujours. Parfois elles étaient juste jeunes et elles n'avaient pas envie d'aller soit au couvent, soit de se marier, et donc elles rejoignaient l'ordre des béguines. Donc on a en fait des espèces de bulles de liberté dans cette société qui a très mauvaise presse, dans cette période historique qu'on retient surtout pour être très fanatique, très violente, très enfermante, mais en fait, et c'est l'objet d'une BD sur laquelle je travaille, en fait, si on a cette idée du Moyen-Âge, c'est aussi parce que c'était une période où les femmes étaient vachement intégrées dans la société. Et en fait, on remarque que les périodes où les hommes étaient tout-puissants sont souvent présentées comme extrêmement glorieuses, et les périodes où les femmes étaient vachement présentes dans la société, où elles avaient plus de droits, plus de voix au chapitre, on va les présenter comme quelque chose de l'ordre de l'obscurantisme, comme des périodes de recul. Je pense les exemples les plus frappants, je pense que c'est la Renaissance,
où les droits des femmes sont en recul total, mais c'est l'essor de l'humanisme, c'est les grandes découvertes, c'est l'imprimerie, c'est la découverte de l'Amérique, c'est la colonisation et la guerre aussi, mais surtout. Mais c'est présenté comme quelque chose de glorieux et comme une période d'essor. Et voilà, on sort des âges sombres de l'obscurantisme. Et vraiment, l'homme est partout, l'homme, bien sûr. Et par exemple, et l'Empire romain. On sait maintenant que les populations celtes, notamment les Gaulois, faisaient une place beaucoup plus importante aux femmes dans leur société. Et on présente toujours la conquête des Gaules comme un progrès, même si c'est nous qui nous faisons envahir, entre guillemets, parce que, vous comprenez, les Romains étaient beaucoup plus civilisés, ils nous ont apporté le forum et le théâtre et les aqueducs, etc., ce qui est aussi vrai. Et du coup, c'était une grande civilisation, on les présente presque toujours comme ça, comme oui, c'était la guerre, mais c'était quand même pour le mieux. Et en fait, quand on se dit, mais attendez, pourquoi c'était pour le mieux déjà ? C'était pour le mieux pour qui ? Et on voit que c'est jamais pour les femmes. Ça nous pose question de la manière dont l'histoire est enseignée. Et quand on te dit, les périodes qui sont toujours présentées comme de l'obscurantisme et de la barbarie, c'était les périodes où les femmes étaient le plus incluses dans la société, il y a vraiment lieu de se poser des questions. Et donc, du coup, pour revenir sur le Moyen-Âge, on avait aussi donc des chevaleresses, c'est ce dont je parle dans l'épisode sur Jeanne d'Arc, des femmes qui pouvaient aller à la croisade, avec leur mari ou seules, des femmes qui défendaient leur fief, encore une fois, quand les hommes ne sont pas là, parce qu'ils sont justement soit en croisade, soit ailleurs, soit morts, soit en train de faire autre chose, et qu'il y a des invasions. Non mais c'est vrai, c'est-à-dire que le Moyen-Âge aussi, c'était une période où il y avait la guerre tout le temps, il y avait vraiment la guerre tout le temps, et donc du coup les invasions c'était quelque chose d'extrêmement fréquent, mais les invasions entre gens du même royaume, juste entre le duc d'en face, des querelles de territoire, les frontières arrêtaient pas d'être dessinées, et donc du coup le fait de devoir défendre son domaine quand son homme n'était pas là, c'était une réalité très très concrète dans la vie des femmes nobles, et dans la vie des femmes pas nobles, alors elles étaient un petit peu moins investies dans les campagnes, les armées, etc. C'est en ça que Jeanne d'Arc est originale. Elle sort un peu du lot parce que c'est une femme... Alors, elle n'était pas noble, mais elle n'était pas non plus du peuple. C'était une famille de riches paysans. Donc, c'est un petit peu hybride. Mais en tout cas, c'était un petit village et ses parents étaient propriétaires de leurs terres. Mais, non, je pense qu'ils étaient paysans libres. Parce qu'on peut être serf ou homme libre à l'époque, et donc je pense que c'était pas des serfs, ça c'est sûr. Donc c'est un statut un petit peu à part, mais elle n'était pas issue de la noblesse, et donc du coup de prendre les armes et d'avoir une épopée comme la sienne, ça pour le coup, c'est en ça que son récit est inédit. Mais en fait, il y a quantité d'exemples, en fait, on avait, et ça pour le coup, je l'ai vu je le savais déjà à moitié, mais je l'ai vraiment lu dans Titu Lecoq, dans Les Grandes Oubliées, on avait des médecins femmes au Moyen-Âge. On avait des orfèvresses, c'est pas des mots que j'invente, c'est vraiment des mots qui existaient et qui ont été effacés après. On avait même des femmes troubadours, rendez-vous compte, qui voyageaient en racontant des chants et en égayant les banquets. Et en fait, c'est des métiers qu'on n'associe pas du tout au genre féminin. Et en fait, tout ça existait. Il y a eu une époque où ça a pu être possible, et ensuite ça a été ravalé. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans l'histoire de l'émancipation féminine, c'est que c'est pas linéaire du tout. Et ça aussi, dans l'histoire, on a tendance à avec nos frises, la chronologie, qui est l'homme qui était un singe et ensuite il se lève, on a tendance à penser qu'on va toujours de l'avant et que du coup, on est en constant progrès. Mais ça aussi, au niveau du droit des femmes et au niveau de l'évolution en général, c'est vraiment à remettre en question. Et comme on est influencé par ça, on a tendance à se dire, oui, avant il y avait un problème, mais maintenant c'est bon, les droits sont acquis. Et en fait, non, on voit que c'est une sinusoïde, en fait, un peu, cette histoire. Tu parles justement d'enseignement, de transmission, et beaucoup de ces histoires, notamment les contes par exemple, sont souvent transmis au moment de l'enfance, et donc participent d'une façon ou d'une autre à l'éducation des garçons, des filles. Toutes ces histoires ont quand même surtout été écrites, réécrites par des hommes. Est-ce que tu penses que c'est toujours le cas aujourd'hui, où il y a un changement qui s'opère ? Alors, ça va mieux, mais oui, il y a toujours un gros problème de par qui les histoires sont racontées et quel est le point de vue qui est montré. Je pense, mais j'ai pas les chiffres sous la main, mais je sais que dans le milieu du cinéma, qui sont maintenant notre manière, je pense, la plus moderne de consommer des histoires, du cinéma ou des séries, les femmes sont encore vraiment, vraiment sous-représentées et leur perspective n'est pas du tout mise en avant. Que ce soit dans les métiers techniques du cinéma ou au niveau de la réalisation, c'est-à-dire qu'on va avoir une surreprésentation de femmes dans les métiers d'actrices, mais pas derrière la caméra. Et c'est pas que le cinéma, bien évidemment. Dans la bande dessinée, ça, encore une fois, ça va mieux.
Mais, enfin, c'est en train d'aller mieux, c'est en train de changer, c'est vraiment très lent. Mais pendant des décennies, on n'avait pas d'autrice, quoi. On avait Claire Bretéché, et voilà. Et non, et quelques autres, mais vraiment qui se comptent sur les doigts d'une main. Avant cette année, on n'avait que 2 lauréates du Grand Prix de la bande dessinée d'Angoulême. Et il y a même eu une année où, parmi la sélection, enfin parmi les autrices, les auteurs du coup nommés, il n'y avait aucune femme. Et ça a mené à un boycott et ça a nommé à une énorme polémique qui avait complètement raison d'être. Cette année, pour le coup, c'était historique, mais dans l'autre sens, on avait 3 finalistes nommés, du coup, pour le Grand Prix du festival. Exactement, qui étaient des femmes. Et c'était la première fois dans l'histoire du festival que ça arrivait. Et donc du coup, là, on se disait, bon, ok, bah, ça se bouscule un petit peu. Et il y a aussi l'essor d'un certain contenu féministe. On voit émerger une bande dessinée féministe. Maintenant, c'est un genre à part entière qui commence à avoir sa propre étagère dans les librairies. Et il y a aussi des personnes qui n'étaient pas de culture bande dessinée à la base, qui n'en consommaient pas, qui sont introduites à la bande dessinée par la bande dessinée féministe. C'est-à-dire que le féminisme va être la porte d'entrée dans la BD. Ça aussi, c'est super inédit. Parce que c'est vraiment pas le féminisme, c'est vraiment pas le thème de prédilection qui se retrouve dans ce genre. Et donc du coup, qu'on puisse accéder à la BD par le féminisme, moi je trouve ça assez génial. Mais en vrai, je pourrais continuer dans tous les domaines culturels en fait. J'ai parlé du cinéma et de la bande dessinée, mais j'imagine que la littérature, mais que je connais un petit peu moins, mais c'est exactement pareil. On voit à qui sont attribués les prix, on voit quelle perspective est récompensée. Voilà, je vais pas repartir sur Maznev et Polanski, mais bon, c'était les 2020, c'était quand même une année édifiante à cet égard, quoi. Et je pense que c'est aussi important dans le domaine de la recherche. Les femmes sont aussi mais dramatiquement sous-représentées. Et c'est aussi ce que j'essaie d'interroger avec Mythes et Meufs, c'est qui produit le contenu savant qu'on consomme. Parce que si parmi les experts, il y a aucune experte, peut-être que la manière qu'on a d'analyser les phénomènes culturels, bah, elle est aussi vachement biaisée. Et c'est ce dont je parle par exemple dans le mythe des Amazones, où pendant des siècles, on nous a fait croire que les Amazones étaient une pure invention et que les femmes soldates, on y revient, étaient impossibles, étaient une impossibilité. Les femmes ne se battaient pas, les femmes ne combattaient pas. Pourquoi ? Parce que les archéologues partaient du principe, quand ils retrouvaient une tombe avec des bijoux, que c'était la tombe d'une femme, et quand ils retrouvaient une tombe avec des armes, que c'était la tombe d'un homme, sans faire d'analyse de squelette. Ils n'analysaient pas les restes qu'ils déterraient, et c'est leur biais de genre qui allait dicter ce qu'ils allaient ensuite transmettre comme expertise savante. Ils allaient dire c'est des armes, c'est forcément un homme. Et en fait, quand on analyse le squelette et qu'on voit que c'est un homme qui a accouché 3 fois et qui bon bref, je sais que maintenant les questions de genre pourraient nous faire dire que on peut être un homme enceint, c'est vrai, mais à l'époque des Scythes et des Sarmates, ce n'était pas le cas. Et que juste en analysant en fait les données scientifiques qui s'offrent à nous, on en vient à une conclusion totalement différente. Et donc du coup, de se cacher toujours derrière l'objectivité des experts, mais faut pas oublier que si tous les experts sont des hommes, ils sont loin d'être objectifs. Et que la manière qu'ils ont de conduire une enquête, elle est complètement déterminée par le point de vue de celui qui mène l'enquête, par le point de vue qui est situé en fait. Et donc du coup, le fait qu'il faut beaucoup plus de femmes et de personnes sexisées artistes, mais il en faut aussi beaucoup dans le domaine de la recherche de ceux qui analysent nos productions culturelles, parce que c'est de l'analyse qu'on va consommer et qu'on va prendre pour neutre et pour une vraie, alors que bah non, pas vraiment. C'est ce que Judith Aquien aussi évoque dans son livre sur le début de grossesse qui s'appelle 3 mois sous silence, où elle questionne en fait le fait qu'il soit communément conseillé aux personnes qui sont enceintes, en tout cas au début, de ne pas en parler, que ce soit à leurs proches ou que ce soit à l'entourage professionnel, au cas où elles aient une fausse couche. Mais en fait, elle interroge cette habitude, on va dire là, parce que c'est pour le confort de qui ? C'est pour le confort de qui, en fait, que tout d'un coup, les femmes, à la fois, quand c'est souhaité, ne peuvent pas en parler avec la joie que ça peut leur procurer. Mais du coup, par contre, elles doivent se taper le deuil tout seules avec toutes les contraintes et les chocs et le trauma potentiellement physique et psychologique que ça peut gérer. Et l'autre aspect qu'elle soulève dans ce livre, c'est que si on n'en parle pas, eh ben, ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de recherche médicale dessus. Donc, tous les symptômes, les nausées, les vomissements, les malaises, etc., ne sont pas soulagés puisqu'il n'y a pas de recherche dessus.
Donc effectivement, elle souligne justement le problème que c'est soulevé à la fois sur le tabou, mais à la fois sur qui fait les recherches, qui finance les recherches, effectivement. Je voudrais revenir sur un autre personnage dont tu as fait le portrait. C'est le chevalier d'Éon, qui a une vie follement romanesque. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais il a vécu plusieurs années en tant que femme cisgenre, en tout cas à l'époque, et d'autres en tant qu'homme. On est au XVIIIe siècle. C'est un personnage historique qui est aussi fascinant que Jeanne d'Arc. À ton avis, à travers son histoire, qu'est-ce que ça nous dit de la représentation du genre et de la question de genre à l'époque ? Oh là là, plein de choses. Alors, je tiens juste à préciser, du coup, que comme c'est une personne qui a transitionné vers la quarantaine, je vais le genrer au masculin quand je parle de la première partie de sa vie et au féminin de la seconde partie, puisque je pense que si on devait calquer une analyse moderne a posteriori sur le chevalier d'Éon, je pense que c'est une personne non-binaire qui alterne entre les genres. Et que c'est ça que Yael a essayé de faire et qui lui a été complètement refusé. C'est pas tant de se définir comme femme trans, mais de pouvoir alterner entre les genres et de pouvoir alterner entre les différents privilèges qui étaient accordés à un genre et à l'autre. Qu'est-ce que ça nous raconte sur cette époque ? Ça met en lumière en fait l'imperméabilité des rôles genrés et à quel point c'était un enjeu politique et national et de santé publique, mais de santé mentale en fait publique, qu'on ne puisse pas passer d'un genre à l'autre. C'est-à-dire que ce qu'on a exigé du chevalier d'Éon, c'était de lui dire si tu es un homme, tu t'habilles en homme et tu as un rôle d'homme, mais par contre si tu es une femme, tu t'habilles en femme et tu as un rôle de femme. Mais c'est de l'un ou l'autre. C'est pas les deux, c'est pas l'un puis l'autre. Et il fallait vraiment qu'elle soit enfermée dans l'une ou l'autre de ces cases. Et on peut se dire mais pourquoi ? Vraiment, quel intérêt ? Surtout Yael a eu un rôle assez dingue, donc en fait... Oui, c'était un espion, à la base. Il était espion du roi, du cabinet secret de Louis XV. C'est le premier service secret français. Et il était extrêmement utile à la couronne. Il voulait, une fois qu'elle avait transitionné, elle voulait de nouveau s'habiller en homme et participer à la guerre de 7 ans. À l'époque, donc, les femmes ne faisaient pas partie de l'armée. En tout cas, pas de manière généralisée. Et donc, du coup, je sais pas, un soldat en plus dans une guerre, c'est plutôt bienvenu. On ne l'a pas laissé. Parce qu'on lui a dit, mais non, maintenant, t'es une femme. Donc, comme Pénélope, tisse ta toile. Hors de question que tu ailles participer à l'effort de guerre. Et je trouve ça complètement fou. Elle a même été arrêtée par la police parce qu'elle s'est de nouveau habillée en homme après avoir transitionné et décrété que, en fait, elle était une femme. Et donc, du coup, que voilà, la police puisse venir, et je veux dire, est-ce qu'elle serait pas mieux d'utiliser la police que d'empêcher la chevaleresse d'Éon de s'habiller comme elle le désire. Et donc du coup, voilà, ce que ça illustre, c'est le malaise qu'il y a avec la perméabilité et la fluidité de genre, le malaise qu'il y a entre la différence entre identité de genre et expression de genre, parce qu'on a voulu lui imposer des examens de vérification génitaux et quand elle était encore vivante et après sa mort, à l'autopsie, c'est ce qui leur a permis de trancher de quel était vraiment son sexe et son genre. Et donc il y a une espèce de fascination bizarre pour les organes génitaux des personnes trans, tout en leur refusant des droits. Alors aujourd'hui, ce serait le droit à la famille, à la maternité, à la paternité, le droit à l'autodétermination et de pas renseigner son sexe forcément sur ses papiers d'identité, ce genre de droit. À l'époque, c'était donc le droit soit de participer à l'effort de guerre, de mener une carrière au sein de l'état-major de Louis XV, ce qui a été du coup interdit aux femmes, ou bien tout simplement de porter des robes à panier si on en avait envie en fait. On voit qu'en fonction du genre qui nous est assigné et que la société nous force à performer, parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi avec le Chevalier d'Éon, c'est qu'on nous dit pas juste tu as ce genre, on dit tu dois performer ce genre, tu dois montrer que tu appartiens à ce genre avec tous les signes très très codifiés de l'époque et qu'ils sont encore aujourd'hui. Sinon tu n'es pas légitime et sinon tu n'as pas accès à X ou Y droits, privilèges. Et donc en fait, ça nous montre que c'est encore le cas aujourd'hui, même si les tenants et les aboutissants ne sont pas les mêmes. Et on en revient à la manière de raconter les histoires et aux études savantes qui sont faites sur les personnages historiques. Pas une fois dans mes recherches, à moins de tomber sur un site ou un parti pris queer, il n'y a pas le mot de transidentité quand on parle du Chevalier d'Éon. Les historiens et historiennes, les chercheurs-chercheuses qui s'attellent à parler de sa vie n'emploient pas le mot de transidentité ou de non-binarité. Pour eux, c'est
du travestissement. C'est du fétichisme, je vois pas le rapport. C'est une sorte de... en fait, ils le pathologisent. Et ils vont chercher des explications, voilà, pathologisantes, psychiatrisantes, pour expliquer pourquoi il a pété un câble à 40 ans et il s'est dit, en fait, je suis une femme. C'est comme ça que c'est raconté, je plaisante pas. Et je trouve qu'en 2022, c'est quand même fou qu'on en soit encore là. Je veux dire, quand on lit La vie du chevalier d'Éon, le mot de transidentité, mais il transpire, quoi. Il saute aux yeux et on se dit, bah, effectivement, bien sûr qu'il y a eu des personnes trans avant qu'elles le revendiquent à la Pride. Bien sûr. Et du coup, les personnes trans de notre histoire, bah, il serait temps de les désigner comme telles. Alors, je vais pas dire non plus que il faut verser dans l'anachronisme. Il y a certaines personnes queer qui voudraient aussi faire de Jeanne d'Arc une personnalité queer et dire, mais en fait, est-ce que c'était vraiment une femme ? Est-ce qu'elle a pas finalement transitionné en portant des habits d'homme ? Étant donné qu'elle, c'est toujours... Là, il y a une vraie différence, du coup. Alors, il y a des siècles d'écart, bien sûr, entre les deux, hein, mais entre Jeanne d'Arc, qui s'est toujours genrée au féminin et qui a toujours décrété que c'était une femme soldate, et le chevalier d'Éon qui a dit non, en fait, je suis une femme, il y a une vraie différence. Et donc, du coup, je trouve que ne pas employer les termes adéquats, alors qu'on a maintenant les outils théoriques, techniques, pour qualifier sa vie et les épreuves qu'elle a traversées, c'est une volonté d'invisibiliser ses vécus. Et c'est à déconstruire aussi. Lexi en parle extrêmement bien dans son livre Une question de genre qu'elle a publié, qu'elle a écrit il y a 2 ans maintenant et qui est publié chez Marabout, où elle revient à la fois sur, c'est un ouvrage très pédagogique, sur plein de concepts, de vocabulaire, mais aussi de l'histoire. Et effectivement, peut-être que c'est pas le cas pour Jeanne d'Arc, mais dans son livre, elle évoque plein de moments dans l'histoire où il y a eu des personnes non-binaires et des personnes transgenres, notamment au XIVe siècle à Londres, mais aussi dans des tribus dont j'ai complètement perdu le nom. Et pour le coup, je crois que c'était vraiment au début de genre 4e siècle, quelque chose comme ça, où on a suffisamment de traces pour savoir que c'était une personne qui était qualifiée de 3e genre et qui avait un rôle, par contre, dans la communauté qui était très défini, notamment un rôle spirituel parfois, mais pas que. Donc, effectivement, il ne faut pas faire d'anachronisme, mais en même temps, parfois, quand on creuse un peu dans l'histoire et qu'on sort un peu de la France et de l'Europe, on se rend compte que finalement, non, les personnes transgenres, elles ne sont pas nées, effectivement, depuis 20 ans qu'elles se reconnaissent à la Pride, quoi. À un moment dans la bande dessinée, tu écris « De tout temps, les femmes se sont défendues avec les armes dont elles disposaient, dans la réalité comme dans la fiction ». À quoi tu pensais en écrivant cette phrase ? Du coup, j'y ai pensé direct, je pense au féminicide. Et voilà, et dans ma tête, je pensais à... c'est applicable à plein d'histoires, mais je pense, en entendant cette phrase, je me dis que on fait avec ce qu'on a, parfois quand on est très démuni, et je pense, moi ce qui me vient à l'idée là, c'est à la légitime défense dans une situation de violence. Et au fait que on va punir très sévèrement les femmes qui tuent leur mari après des années de violence, alors que un féminicide tous les 2 ou 3 jours maintenant sont très peu punis, très peu condamnés, très peu reconnus. Et donc du coup, l'idée de dire que même quand on n'a absolument aucun droit et absolument aucune marge de manœuvre, on est obligé de faire avec ce qu'on a, et parfois on n'a pas le choix. Je trouve que c'est plutôt... Cette résilience est plutôt à admirer plutôt qu'à condamner. Voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit. Merci beaucoup Blanche, c'était passionnant. Si ça vous a plu et que vous trépigniez d'envie de nous le dire, on est joignable sur Instagram et sur notre site librest.com, où vous pouvez acheter le livre de mon invité, que vraiment je vous recommande très fortement. Vous y trouverez aussi les livres et les autres références dont on a parlé. J'y mets aussi les prochaines dates des soirées Girls Power et des sélections thématiques, comme des idées de livres féministes pour enfants ou des livres sur les sorcières ou sur l'afroféminisme, et toutes les infos de ce podcast. À bientôt pour le prochain épisode de Girls Power.